Ma vie avait été une longue succession de hivers gris, des années de privation et de regards fuyants. Mais ce n'est qu'avec l'arrivée de l'été de mes 80 ans que les murmures ont commencé. Pas des murmures de pitié. Non, ceux-là, je les connaissais depuis toujours. Mais des murmures de stupeur et de suspicion. Des chuchotis venimeux qui me suivaient dans les allées du marché, se mêlant à l'odeur du poisson frais et des légumes de saison. C'était l'histoire de la vieille Hélène, la femme maigre et courbée que personne ne remarquait, qui soudain, chaque matin, achetait des mets gelés, riches eux-mêmes, s'offraient avec parcimonie. C'était cela qui mettait le village sens dessus dessous. Et c'était cela, croyez-le ou non, qui allait finalement dévoiler les ombres les plus profondes de ma propre existence. Je me souviens encore de ce premier jour, il y a quelques mois seulement, les mains tremblantes, non pas de vieillesse, mais d'une émotion nouvelle, presque indécente. J'étais entré dans la boulangerie de M. Dubois. Toute ma vie, j'avais acheté le pain rassis de la veille, ou le pain de campagne le moins cher, celui qui était parfois un peu dur à mâcher pour mes gencives, fatiguées. Ce jour-là, j'avais pointé du doigt la plus belle des brioches, une brioche tressée, dorée à souhait, parsemée de sucre perlé, dont l'odeur seule était une promesse de bonheur. Monsieur Dubois, les yeux ronds, comme des billes, avait d'abord cru à une erreur, une plaisanterie de ma part. Il avait reposé la brioche sur l'étagère, avec un sourire condescendant, pensant que je m'étais trompé. « Hélène, vous voulez sans doute le pain du jour, n'est-ce pas ?» Son ton était celui qu'on emploie avec un enfant un peu lent. J'avais secoué la tête. Puis, d'une voix que je ne me connaissais pas, une voix ferme et inhabituelle, j'avais répondu « Non, monsieur Dubois, je veux celle-ci, et aussi 2 croissants aux amandes, et un pain au chocolat, s'il vous plaît. » Il avait fallu que je répète, que je montre la monnaie, des billets neufs et impeccables qui n'avaient jamais vu la lumière du jour, pour qu'il comprenne que je ne plaisantais pas. Son regard, d'abord surpris, s'était mué en une curiosité malsaine, puis en une suspicion palpable. C'était le début de la rumeur. La vérité, c'est que toute ma vie, j'avais appris à me cacher, à me faire petite. Mon enfance, je ne l'avais pas vécue dans la joie et l'insouciance, mais sous le joug d'une pauvreté tenace. Mes parents, de simples ouvriers agricoles, travaillaient sans relâche. Mais la terre ne donnait pas toujours. Et les salaires étaient misérables. Je me souviens des hivers interminables où le froid s'infiltrait sous les portes et les fenêtres, où nous nous blottissions les uns contre les autres pour tenter de trouver un peu de chaleur. Les repas étaient frugaux. Souvent une simple soupe de légumes, ou du pain trempé dans de l'eau. Le goût d'une friandise était un événement rare, presque mythique. Je rêvais de gâteaux, de chocolat, de fruits exotiques, des choses que je ne voyais que dans les vitrines des rares pâtisseries du bourg. Des vitrines qui me semblaient appartenir à un monde lointain, inaccessible. Ces rêves d'enfant, je les avais enfouis au plus profond de moi, les couvrant de la poussière du temps et de la résignation. J'avais rencontré mon mari, Georges, un jeune homme au regard doux et aux mains calleuses, à l'âge de 20 ans. Il était charpentier, un métier difficile mais honorable. Nous nous étions aimés avec la simplicité de ceux qui n'ont rien à offrir d'autre que leur cœur et leur travail. Notre maison était modeste, 2 pièces et un petit jardin, mais nous y avions mis tout notre amour. Les enfants étaient arrivés vite, l'un après l'autre. 3 garçons, Paul, Marc et Pierre. L'arrivée de chaque enfant était une joie immense, mais aussi un poids supplémentaire sur nos frêles épaules. Il fallait nourrir 4 bouches, puis 5, puis 6. Georges travaillait sans compter, et moi. Je complétais nos maigres revenus en faisant des ménages pour les familles plus aisées du village. Je me souviens de ces journées interminables, mes mains plongées dans l'eau glacée, mes genoux endoloris à force de frotter les parquets cirés des autres, tout en pensant à mes garçons, à ce que je pouvais leur offrir. Paul, l'aîné, était un esprit vif, intelligent, toujours curieux de tout. Il rêvait de livres, de voyages, d'une vie qui sortirait de la terre et du bois. Marc, le cadet,
était plus pragmatique, un peu rebelle, avec une énergie débordante, passionné par la mécanique. Et Pierre, le Benjamin, était le plus sensible, le plus artistique. Il dessinait partout, sur des bouts de papier, sur les marges des journaux, sur les nappes de tissu. Je voulais qu'ils aient une vie meilleure que la nôtre, qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Chaque sou économisé était mis de côté pour leurs études, pour des livres, pour des fournitures. Je me privais de tout, des vêtements neufs, d'un plat un peu plus savoureux, pour qu'ils aient ce minimum vital, et un peu plus. Je portais les mêmes robes rapiécées pendant des années. Mes chaussures avaient des semelles fines comme du papier. Puis, le destin avait frappé. Georges, mon roc, mon amour, était tombé malade. Une toux persistante qui s'était transformée en une maladie pulmonaire implacable. Les médecins du village étaient impuissants. Les médicaments coûtaient cher, et l'espoir s'amenuisait chaque jour. J'avais travaillé encore plus dur, ne dormant presque plus, pour payer les remèdes, pour lui offrir un peu de confort, pour ne pas qu'il manque de rien. Mais la maladie avait été plus forte. Il était parti un matin d'hiver, me laissant seul avec mes 3 garçons. Paul avait 10 à 8 ans, Marc 16 et Pierre 14. La douleur de son absence était une blessure béante. Mais le plus terrible était la peur panique de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Les années qui suivirent furent une épreuve de chaque instant. J'avais dû redoubler d'efforts. Paul avait dû abandonner ses études pour trouver du travail à l'usine locale. Un travail pénible qui brisait son rêve de voyage. Marc avait réussi à trouver une place dans un garage, réparant les voitures des autres. Et Pierre, lui, continuait à dessiner. Mais la joie de l'enfance avait laissé place à une mélancolie discrète. Je les voyais s'éloigner peu à peu, emportés par leur propre vie, leur propre peine. Ils avaient grandi avec le poids de la pauvreté, et cela avait laissé des marques profondes. Paul, devenu un homme sérieux et un peu amer, se plaignait souvent du manque d'opportunités, de la vie injuste. Il me reprochait, sans le dire ouvertement, de ne pas avoir pu leur offrir davantage. Maman, si seulement nous avions eu plus d'argent, si seulement papa n'était pas tombé malade, ma vie aurait été différente. Et mots, même s'ils n'étaient pas dirigés contre moi, résonnaient comme des coups de poignard. Marc, le plus rebelle, s'était éloigné progressivement. Il sortait beaucoup, fréquentait des gens que je ne connaissais pas, et nos conversations devenaient rares et tendues. « Qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? » ?»« Maman. » Toujours la même chose. Ses yeux évitaient les miens. Quant à Pierre, il s'était muré dans son monde. Ses dessins devenaient de plus en plus sombres, des paysages désolés, des visages tristes. Il était parti à Paris, à 20 ans, pour tenter sa chance dans le dessin. Et ses visites étaient devenues de plus en plus espacées, se limitant à quelques appels téléphoniques lointains. Je me souviens d'une conversation avec Paul, quelques années après la mort de Georges. Il était venu me voir, le visage fermé. « Maman, il faudrait vendre la maison. Elle est trop grande pour vous seule, et elle ne vaut pas grand-chose. L'argent nous aiderait. Nous pourrions investir, taire quelque chose. » Je l'avais regardé, stupéfaite. Cette maison, c'était le dernier lien avec Georges. Le seul endroit où nos souvenirs étaient encore intacts. Non, Paul, cette maison, c'est tout ce qui me reste. Je ne la vendrai pas. Il avait soupiré. Un soupir de résignation teinté d'agacement. Vous ne pensez jamais à l'avenir. Maman, vous êtes trop sentimentale. C'était la dernière fois qu'il avait abordé le sujet. Par la suite, les appels de mes fils se sont faits plus rares, les visites plus courtes. Les fêtes de Noël étaient souvent des moments de silence gêné, de repas rapides, où les conversations restaient à la surface des choses. Ils avaient leur propre famille maintenant, leurs propres problèmes. Et là, vieille Hélène, dans sa petite maison, à l'odeur de vieux bois et de souvenirs fanés, était devenue une obligation, une charge à gérer. La solitude était devenue ma compagne fidèle. Mes journées étaient rythmées par les tâches ménagères, les promenades au jardin,
et les pensées. Je repensais à ma vie, aux sacrifices, aux rêves brisés, aux amours perdus. Je ne me plaignais jamais. La fierté, cette vieille compagne des pauvres, m'interdisait de montrer ma faiblesse. Je vivais avec ma petite retraite, à peine de quoi couvrir mes besoins essentiels. Les voisins me voyaient comme une vieille femme tranquille, un peu effacée, qui ne demandait rien à personne. Et c'était vrai. Je n'avais jamais rien demandé. J'avais appris à me débrouiller seule, à compter sur mes propres forces. Puis, il y a quelques mois, tout avait basculé. Je me souviens de ce jour avec une clarté absolue. Le ciel était gris. Une pluie fine tombait sur le village. J'étais en train de trier de vieilles affaires dans le grenier. Des cartons remplis de souvenirs poussiéreux. C'était un devoir de mémoire, une sorte de pèlerinage dans mon passé. Au fond d'une malle en bois, sous de vieilles couvertures et des vêtements d'enfant, j'avais trouvé une petite boîte en fer blanc, rouillée et oubliée. Elle n'était pas à moi. Je savais que Georges l'avait toujours gardée sous clé, et je n'avais jamais eu le droit de l'ouvrir. Après sa mort, dans le tourbillon de la douleur et des obligations, j'avais oublié son existence. Mais là, elle était là, posée sur mes genoux. Avec un frisson d'appréhension, j'avais forcé le loquet rouillé. À l'intérieur, je n'avais pas trouvé de bijoux, ni de vieilles lettres d'amour. J'avais trouvé une pile de documents jaunis, des certificats bancaires, des relevés de compte, et surtout, un livret d'épargne. Le nom inscrit dessus n'était pas celui de Georges, ni le mien. C'était le nom de son oncle, un frère de sa mère, qui était parti en Amérique du Sud dans sa jeunesse et dont nous n'avions plus jamais eu de nouvelles. C'était une histoire familiale que Georges racontait parfois, l'histoire d'un oncle aventurier qui s'était exilé après une dispute avec son père. Dans la boîte, il y avait aussi une vieille lettre manuscrite, datée de plus de 50 ans, adressée à Georges. Là, que lettre expliquait que cet oncle, ayant fait fortune dans les mines d'or du Chili, avait légué une somme considérable à son neveu le plus cher, Georges, mon mari. Une somme qui était restée dormante dans une banque suisse, dans un compte sécurisé, attendant que Georges ou ses héritiers la réclamant. L'oncle avait spécifié que l'argent devait servir à assurer l'avenir de la famille, à leur offrir une vie digne, une vie qu'il n'avait pas pu avoir lui-même. Georges, par fierté, ou par peur, ou peut-être par une intention qui m'échappait encore, n'avait jamais réclamé cet argent. Il avait toujours cru que la fierté de l'homme était dans son travail, et non dans une fortune tombée du ciel. Il avait seulement gardé les documents, comme un secret précieux, ou un fardeau silencieux. Mes mains tremblaient en parcourant les chiffres sur le livret. Les zéros s'étiraient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une somme astronomique. Des millions de francs, maintenant des centaines de milliers d'euros. C'était l'équivalent de plusieurs vies de travail. Une fortune qui aurait pu changer nos vies, celle de mes enfants. Une fortune qui était restée là, cachée, pendant que je me brisais le dos pour quelques sous, pendant que mes fils abandonnaient leurs rêves. Une tristesse immense m'avait envahi, une tristesse si profonde qu'elle en était presque physique. Pourquoi Georges avait-il gardé un tel secret? Pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? Était-ce une preuve de son amour, ou de sa méfiance? Je ne pouvais plus lui poser la question, mais les larmes coulaient sur mes joues, des larmes de chagrin pour le passé perdu, pour les sacrifices inutiles, pour les rêves enfouis. C'était une semaine après cette découverte que j'avais commencé mes dépenses extravagantes. Je m'étais rendu à la banque du village, le cœur battant à tout rompre. Le directeur, Monsieur Durand, un homme sec et un peu hautain, m'avait d'abord regardé avec son air habituel de mépris poli. J'avais présenté les documents, il les avait parcourus, ses sourcils s'élevant de plus en plus haut, ses lèvres formant un petit « oh » silencieux. Le compte était bien réel. Les fonds étaient là, disponibles. L'argent de l'oncle était maintenant le mien, ou plutôt celui de la succession de Georges, dont j'étais l'héritière légale. J'avais demandé une somme d'argent, une somme considérable, en liquide. Monsieur Durand
avait tenté de me dissuader, de me parler d'investissement, de placement, mais ma décision était prise. J'avais attendu toute une vie, je n'attendrai plus. Le premier jour, la brioche de Monsieur Dubois n'était que le début. Ensuite, je m'étais dirigée vers la boucherie de Monsieur Leblanc. Toute ma vie, j'avais acheté les morceaux les moins chers, le hachis ou les abats. Ce jour-là, j'avais demandé un rôti de veau, le plus beau, et des côtelettes d'agneau, tendres et rosées. Monsieur Leblanc, un homme jovial d'habitude, avait lui aussi affiché une moue étonnée. Pour une occasion spéciale, Hélène, m'avait-il demandé, son ton se voulant léger, mais ses yeux trahissaient sa curiosité. J'avais simplement souri, un sourire énigmatique. Oui, Monsieur Leblanc, une très spéciale. Et j'avais payé, encore avec ses billets neufs. Les jours suivants, le rituel s'était répété. Chaque matin, après avoir tiré l'eau du puits pour mon café et mon thé, je prenais mon sac en tissu et je partais pour le marché ou les commerces du village. Je n'achetais plus jamais les produits de base. Non, j'achetais du caviar, du foie gras, des truffes noires, des fromages affinés, qui coûtaient le prix d'un repas entier pour ma famille d'antan. Je commandais des poissons rares, des huîtres fraîches, des homards vivants. Je m'offrais des vins fins, des bouteilles étiquetées grand cru, des champagnes pétillants. J'allais chez le fleuriste, Madame Rousseau, et j'achetais les bouquets les plus somptueux, des roses rouges éclatantes, des lys majestueux, des orchidées délicates, que je plaçais ensuite dans des vases de cristal, un cristal que j'avais acheté neuf dans la seule verrerie de luxe de la ville voisine, un déplacement qui n'avait fait qu'alimenter davantage les commérages. Le village tout entier était en ébullition. Les langues allaient bon train. D'où vient cet argent ? Demandaient les uns. Elle a dû voler quelqu'un, une pauvre vieille, comme elle n'a jamais eu un sou. Susurrèrent les autres. Elle est devenue folle, la pauvre. Disaient ceux qui voulaient paraître compatissants, mais qui, en réalité, étaient les plus curieux. Les commerçants, eux, étaient partagés entre l'allégresse de vendre leurs produits les plus chers et la méfiance envers cette cliente inattendue. Certains refusaient même de me servir, prétextant une rupture de stock ou une livraison tardive. Ils craignaient de se faire complices d'une activité illicite. La gendarmerie locale avait même été alertée. Et le brigadier Dubois, le neveu du boulanger, il m'avait fait une visite courtoise, mais dont le regard interrogateur ne laissait aucune place au doute. « Madame Hélène, nous recevons quelques signalements. Tout va bien. » Il avait feint de s'intéresser à mon jardin, mais ses yeux balayaient ma petite maison, cherchant un signe, un indice, une preuve. J'avais simplement offert un verre d'eau fraîche, et j'avais souri. « Tout va pour le mieux, monsieur le brigadier. Je profite de la vie. » Son visage s'était fermé, la suspicion gravée dans ses traits. Mes enfants, bien sûr, avaient fini par être alertés. Pierre, le premier, m'avait appelé depuis Paris, sa voix tendue. « Maman, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires que j'entends ? Le voisin m'a appelé. Il dit que tu achètes des folies. » C'est vrai. Et la dis en de ferte in connai et nai et la grille et la grée en de faire et la grée. J'avais souri au téléphone. Une étincelle de malice dans mes yeux ridés. Des folies. Mon petit Pierre. Non, je ne fais que manger ce que je n'ai jamais pu manger. Il avait soufflé. Mais d'où vient cet argent ? Tu as vendu la maison. Sa question trahissait une inquiétude. Mais aussi, je l'avais senti, une certaine avidité. Non, la maison est toujours là. L'argent, il vient d'où il doit venir. Je n'avais rien dit de plus. Il était resté silencieux un instant, puis avait dit « Je viendrai te voir le week-end prochain. On doit parler. » Et j'ai pensé. Marc était venu le lendemain. Il était entré sans frapper, son visage exprimant un mélange de colère et de panique. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? Les gens disent que tu es mêlée à une affaire louche. Tu vas nous faire honte. On va te prendre tout ce que tu as. » Il avait levé les bras au ciel, exaspéré.
Je l'avais regardé calmement, mon cœur serré par son manque d'empathie. Ne t'inquiète pas, Marc. Personne ne me prendra rien. Et je n'ai rien fait de mal. Il avait ri. Un rire amer. Rien de mal. Mais où as-tu trouvé cet argent? Avoue. Tu as dû faire une mauvaise rencontre. Ou quelqu'un t'a piégé. Dis-moi la vérité. Son ton était accusateur. J'avais simplement secoué la tête. La vérité, mon fils, c'est que je savoure ce qui m'a toujours été refusé. Il avait claqué la porte en partant, laissant un sillage de frustration dans mon salon. Paul, l'aîné, le plus sérieux, le plus froid de mes garçons, était arrivé quelques jours plus tard, sans prévenir. Il s'était assis en face de moi, les mains jointes, le regard scrutateur. « Maman, il faut que cela cesse. C'est une honte pour la famille. Les rumeurs courent jusqu'à la ville. Mes collègues me posent des questions. Est-ce que tu as trouvé une vieille fortune? Est-ce que papa nous avait caché quelque chose? » Son ton était mesuré, mais la soif de savoir, la soif de posséder, transparaissait dans chaque mot. J'avais senti une amertume monter en moi. Après toutes ces années où il ne s'était pas soucié de ma misère, de ma solitude, il s'intéressait maintenant à mon argent. Ou plutôt, à la source de cet argent. « Paul, ton père ne vous a jamais rien caché de ce qu'il pouvait vous donner. Il a travaillé dur toute sa vie. » J'avais décidé de ne pas leur révéler le secret de la boîte en fer blanc. Pas encore. Ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Et je n'étais pas prête à partager cette blessure avec eux. L'argent, Paul, c'est une vieille histoire. Une histoire qui ne concerne que moi. Pour l'instant, il avait serré les poings. « Maman, vous n'avez pas le droit de faire ça. Cet argent, s'il existe vraiment, il appartient à la famille. À nous, vos enfants. » C'était la première fois qu'il parlait aussi directement d'argent. De propriété. Le voile de la bienséance était tombé. « Appartient à la famille. » J'avais répété ces mots, une pointe d'ironie dans la voix. Et où étiez-vous, vous, la famille, quand je n'avais pas de quoi payer le chauffage? Où étiez-vous quand je mangeais du pain sec pour que vous puissiez avoir un repas chaud? Où étiez-vous quand ma solitude pesait plus que le monde entier? Mes mots étaient sortis avec une force inattendue, une force que je ne me connaissais pas. Paul avait pâli, ses lèvres s'étaient serrées. Il n'avait pas de réponse. Il était reparti, tout aussi, silencieux et frustré que ses frères. La rumeur, pendant ce temps, avait pris une ampleur considérable. On parlait de moi comme de « la vieille à l'argent sale ». Des journalistes des journaux locaux étaient même venus rôder autour de ma maison, essayant de me tirer les vers du nez, me demandant si j'avais gagné au loto, si j'avais hérité d'un prince lointain. Je répondais toujours avec un sourire poli mais ferme, ne laissant rien transparaître. La vérité était bien plus simple, et bien plus complexe, que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Je ne mangeais pas ces mets luxueux pour moi seul. Non. Chaque matin, après mes emplettes, je préparais un panier garni, un panier débordant de ses délices. Et chaque après-midi, je prenais la petite route de campagne qui menait à l'ancien hospice, situé à quelques kilomètres du village. Là, dans une petite chambre au fond d'un couloir, vivait ma sœur, Marie. Marie, la petite sœur que j'adorais, ma confidente, ma complice. Marie qui, toute sa vie, avait été malheureuse. Elle avait épousé un homme violent, avait eu des enfants qui l'avaient abandonnée, et avait fini ses jours dans cet hospice, seule, malade et oubliée de tous. Il y a 10 ans, Marie avait été diagnostiquée avec une maladie dégénérative qui l'avait laissée paralysée, incapable de parler, et presque aveugle. Ses enfants, mes neveux et nièces, l'avaient placée là et n'étaient jamais revenus la voir, prétextant la distance. Le travail, la vie, moi, la vieille sœur pauvre. J'étais la seule à lui rendre visite régulièrement. Je passais des heures à son chevet, lui racontant les nouvelles du village, lui lisant des histoires, lui chantant les chansons de notre enfance. Elle ne pouvait pas me répondre, mais je voyais dans ses yeux, dans la légère inclinaison de sa tête,
qu'elle m'entendait, qu'elle était là. Et ma seule tristesse était de ne pas pouvoir lui offrir davantage. Ses repas à l'hospice étaient tristes, fades, souvent des purées insipides, des bouillies sans saveur. Elle qui avait toujours été gourmande, qui aimait tant la vie, les bonnes choses. Lorsque j'avais découvert la fortune de Georges, ma première pensée n'avait pas été pour moi, ni pour mes fils, mais pour Marie. C'était elle qui méritait de connaître un peu de douceur, de plaisir. Avant de partir, j'avais commencé par lui apporter des petites choses, des fruits frais, des gâteaux maison. Puis, avec l'argent, j'avais osé aller plus loin. Je voulais qu'elle goûte à ce qu'il y avait de meilleur au monde, qu'elle retrouve un peu de la joie qu'elle avait perdue. Chaque après-midi, j'entrais dans la chambre de Marie, le panier débordant de saveurs. Je préparais soigneusement les petits plats, une cuillerée de caviar sur une tartine de pain grillé, une bouchée de foie gras fondant, un morceau de fromage divin. Je lui donnais à manger avec une tendresse infinie, lui décrivant chaque saveur, chaque texture. Regarde, ma chérie, cette truffe noire, son parfum est comme la forêt après la pluie. Ce homard, il vient de la mer. Tu te souviens de nos vacances à la plage. Ses yeux, à moitié clos, s'illuminaient d'une étincelle fugitive. Ses lèvres esquissaient un sourire. Les infirmières, d'abord étonnées, puis méfiantes, avaient fini par me laisser faire. Elles pensaient que la vieille Hélène était un peu folle, mais elles voyaient la joie dans les yeux de Marie, une joie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. C'est là que mes fils m'avaient trouvé. Paul, Marc et Pierre, alertés par la directrice de l'hospice, qui, excédée par mes dépenses, avait fini par les appeler, étaient entrés dans la chambre de Marie un après-midi, juste au moment où je lui donnais une bouchée de saumon fumé d'Écosse. Leur visage, déjà tendu par la colère et l'incompréhension, s'était figé devant la scène. Le parfum du poisson délicat, l'odeur du champagne ouvert, les fleurs fraîches dans le vase. Tout cela jurait avec la triste réalité de la chambre d'hospice et la fragilité de Conpi, ma sœur. Maman. La voix de Paul était un souffle, empli d'un mélange de choc et de dégoût. Qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses notre argent pour cette femme. Mon cœur s'était serré. Notre argent. J'avais regardé mes 3 fils, leur visage marqué par l'égoïsme, le jugement. C'est l'argent de votre père, Paul. Et cet argent, il était destiné à nous donner une vie digne. Mais votre père, par fierté, ne l'a jamais réclamé. Il est resté là, dormant, pendant que nous nous privions de tout. Pendant que je vous élevais seul, pendant que je travaillais jusqu'à l'épuisement. J'avais posé la cuillère, mes mains tremblantes. Et Marie, j'avais pointé ma sœur du doigt, ma voix s'élevant. Marie est la seule personne au monde qui ne m'a jamais jugée, qui ne m'a jamais demandé de vendre ma maison, qui ne s'est jamais détournée de moi. Elle est malade, seule, abandonnée par ses propres enfants. Et vous vous souciez de l'argent que je dépense pour lui offrir un peu de bonheur, un peu de dignité dans ses derniers jours. Yavink fi de la gorte heureux biasoupi et lana, avec l'ami liassin vers des coires. Marc avait fait un pas en avant, le visage rouge de colère. Farceli, mais c'est une folie. Tout cet argent gâché. On aurait pu acheter une plus grande maison pour toi, pour nous. On aurait pu faire des placements. Il ne voyait que les chiffres, que les biens matériels. Pierre, lui, avait le regard baissé, le visage pâle. Il ne disait rien, mais je sentais son trouble, sa honte. Vous n'avez jamais rien fait pour elle. Ma voix était devenue un murmure, mais un murmure chargé d'une douleur profonde. Pendant des années, je lui ai apporté des fleurs cueillies dans mon jardin, des légumes de mon potager, et des NSD. Je lui ai raconté des histoires, je lui ai chanté des chansons. Elle est mon sang, ma sœur. Et maintenant que j'ai les moyens, je veux qu'elle connaisse le goût de la vie, le goût de ces saveurs qu'elle a toujours aimées, mais que la vie lui a refusées. C'est le seul luxe que je m'offre, le seul vrai plaisir. J'avais pris la main de Marie, si fragile, si fine. Elle avait pressé légèrement la mienne, un signe infime, mais un signe d'amour.
Le silence était lourd dans la petite chambre. Les 3 hommes se tenaient là, comme des statues, confrontés à une vérité qu'ils n'avaient jamais voulu voir. Une vérité qui mettait en lumière leur propre égoïsme, leur propre indifférence. J'avais continué, les larmes coulant maintenant sur mes joues, des larmes libératrices. Cet argent, il est le fruit d'un secret, un secret que Georges a gardé. Je ne sais pas pourquoi il l'a gardé. Peut-être qu'il pensait que la fierté du travail était plus importante. Mais moi, j'ai vu la souffrance qu'il nous a infligée, toutes ces années de privation, de sacrifices silencieux, et je ne laisserai pas cet argent dormir plus longtemps. Il servira à racheter un peu de la joie perdue, un peu de la dignité volée. Iskatira. J'avais sorti la boîte en fer blanc de mon sac, celle que j'avais apportée avec moi, par intuition. Je l'avais posée sur la petite table de nuit, à côté du bouquet de roses. Voici la source de cet argent, l'héritage de l'oncle de votre père. Un héritage qui aurait pu changer nos vies il y a des décennies. Leurs yeux s'étaient posés sur la boîte, sur les documents jaunis. Ils avaient compris. La vérité, simple et brutale, était enfin révélée. Paul avait ramassé le livret d'épargne, ses doigts caressant les chiffres. Une lueur nouvelle dans ses yeux, un mélange de regret et de stupeur. Marc avait baissé la tête. Sa colère s'étant transformée en une sorte de honte silencieuse. Pierre, lui, s'était approché de moi, ses yeux rougis. Il avait posé sa main sur mon épaule. Un geste maladroit, mais sincère. « Maman, je suis désolée. Je n'avais pas compris. » C'était la première fois depuis des années que l'un de mes fils exprimait un tel regret, une telle humanité. Ce n'était pas un pardon. Non, mais un début de compréhension. La vie à l'hospice de Marie s'est poursuivie, avec mes visites quotidiennes et mes paniers gourmands. Mes fils, eux, n'étaient pas revenus la voir. Paul et Marc étaient restés pris dans leur rancœur et leur incompréhension. Pierre, de temps en temps, m'appelait pour prendre de mes nouvelles, et je lui racontais alors un peu des rires fugaces de sa tante Marie devant une pâtisserie délicate. Le village avait continué de me regarder avec des yeux méfiants. Puis, au fil des mois, la rumeur s'était apaisée, laissant place à une sorte de curiosité respectueuse. La vieille Hélène n'était plus la folle à l'argent sale, mais la femme, mystérieuse, qui vivait sa vie à sa manière. Marie est partie paisiblement, quelques semaines plus tard, un sourire léger sur ses lèvres, après avoir goûté à une dernière bouchée de glace à la vanille faite maison, que j'avais apportée spécialement. Son départ a été une immense tristesse, mais aussi une paix. J'avais pu lui offrir un peu de bonheur, un peu de ce luxe qu'elle n'avait jamais connu. J'avais accompli ma mission. Après sa mort, mes dépenses ont diminué. J'ai continué à m'offrir des petits plaisirs, un bon fromage, un vin fin de temps en temps. Mais l'extravagance quotidienne avait cessé. L'argent, il est toujours là. Une somme considérable qui pourrait assurer mon confort jusqu'à la fin de mes jours, et bien au-delà. Je me suis assise sur le banc du jardin, un matin ensoleillé, le parfum des roses fraîchement écloses flottant dans l'air. Ma vie avait été difficile, pleine de sacrifices et de douleurs. Mais j'avais trouvé ma propre façon de réécrire ma fin, de donner un sens à ce secret qui avait pesé sur ma famille pendant tant d'années. Mes fils, peut-être qu'un jour ils comprendront vraiment. Peut-être qu'ils réaliseront que l'argent n'achète pas le bonheur, mais qu'il peut racheter un peu de dignité, un peu de joie, à ceux qui en ont été privés. Mais pour l'heure, ma paix était là, dans le silence de mon jardin, dans le souvenir des yeux pétillants de ma sœur, et dans la certitude d'avoir vécu, enfin, une vie à ma mesure, une vie où j'avais pu offrir, à ma manière, un dernier festin d'amour. Mon histoire, je l'ai écrite avec chaque bouchée de caviar et chaque gorgée de champagne, non pas pour l'afficher, mais pour graver dans le temps l'écho d'une tendresse inconditionnelle et le goût amer de ce qui aurait pu être, mais qui, par la force des choses, n'a été que dans les derniers jours d'une femme silencieuse et courageuse. Les murmures du village ont disparu, mais la saveur de cette liberté nouvelle, celle que j'ai enfin trouvée, elle,
demeure et s'épanouit dans chaque instant de ma vieillesse retrouvée.